Merci de rallier le 20h sur la télévision nationale du Bénin. Les titres. ADPME, FNDA ensemble pour rendre bancables les projets agricoles ou agro-industriels. Un accord est signé pour mettre fin à un paradoxe, la faible captation du financement agricole pourtant aujourd'hui rendu disponible par le gouvernement. Des filles de conditions modestes ou vulnérables reçoivent un coup de pouce précieux pour l'année académique. Des kits scolaires du projet Souhaite sont distribués à celles inscrites au collège public 1 d'Avancourt. Nous irons dans l'Ouémé. À l'étranger, nous irons voir les manifestations en France contre le gouvernement Macron-Barnier ainsi que la présidentielle au Sri Lanka, puis une saisie de cocaïne en partance vers l'Europe. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Commençons par ce partenariat pour mettre fin à un paradoxe fâcheux pour le développement des entreprises agricoles ou agro-industrielles. Leurs difficultés, notamment, à capter le financement agricole pourtant aujourd'hui rendu disponible par le gouvernement. Le Fonds national pour le développement agricole fait appel pour faire face à ce défi au tutorat de l'ADPME. L'Agence pour le développement des PME au Bénin va aider à structurer les projets et les rendre bancables. Déogracias Menaï, Bernard Djobé, Ulvaïs Balogun. Une union entre deux institutions. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME et le Fonds national de développement agricole FNDA. Dans leur cahier de charge, l'amélioration de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises béninoises. Avec ce qui se passe à Golo-Djibé maintenant, nous ne pouvons plus continuer de travailler comme on avait l'habitude de faire, travailler la terre. Si nous devons passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture de développement, à une agriculture commerciale, à une agriculture industrielle, on a vraiment besoin de financement massif pour pouvoir vraiment booster effectivement le financement du secteur agricole. Nous devons mettre en cohérence nos actions de manière à ce que toutes les initiatives entrepreneuriales, business dans le secteur agricole puissent bénéficier de la mobilisation totale non seulement des ressources de l'État, mais également des ressources des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Prévu pour durer 2 ans, ce partenariat prend en compte 5 aspects dont le financement des entreprises, le renforcement des capacités, le développement des technologies, le soutien à la recherche et l'information des activités du secteur. L'idée de cet accord, c'est de faire en sorte que les efforts du gouvernement puissent être mobilisés afin que, dans la cohérence de nos actions, nous puissions avoir plus d'impact. Le FNDA, c'est pour le financement du secteur agricole. Surtout, bien sûr, pour la promotion de l'investissement privé dans le secteur agricole. Donc, la contribution, c'est de travailler davantage pour nous assurer que les PME agricoles ont effectivement le financement. Il s'agit donc de mettre en commun les moyens et les expertises pour faire rayonner davantage le secteur agricole. Objectif ultime de ce partenariat. Pendant ce temps, la Chambre d'agriculture du Bénin déroule sa feuille de route pour la réorganisation des filières anacarde et soja. Après l'Assemblée générale des membres de l'interprofession anacarde à Parakou, c'est au tour de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja de se réunir à Dassazoumé. Objectif, se concerter pour une meilleure organisation de leur fêtière au Bénin. Pierrette Adayossi, Kadnel Kapo. Dynamiser les filières anacarde et soja et disposer d'un creuset unique. C'est la double mission que s'assigne la Chambre d'agriculture du Bénin à travers son ambition de restructuration. À cet effet, les acteurs de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja vont désormais élaborer un accord cadre. Pour avoir l'accord cadre signé entre l'État et une interprofession, il y a des étapes qu'il faut franchir. Il faut d'abord que la filière soit bien organisée, qu'il y ait une interprofession digne du nom et l'État peut nous accorder l'accord cadre. C'est à travers l'accord cadre que les autres filières peuvent obtenir les avantages que la filière coton obtient du gouvernement. C'est une aubaine. L'accord cadre, c'est ce qui est rêvé pour les organisations professionnelles agricoles. À travers l'accord cadre, c'est que l'État
perd une partie de ses prérogatives, de ses avantages, qui est rétrocédé aux organisations professionnelles agricoles. À l'issue des travaux, le bureau de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja a été renouvelé. En perspective, l'organisation de l'Assemblée générale de l'interprofession des filières anacarde et soja du Bénin. Et je tiens à dire un grand merci au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a vu juste qu'il faut vraiment organiser les filières, et surtout la filière soja. Au nom de tout le membre du conseil d'administration, la filière soja, s'il plaît à Dieu, sera la première filière au Bénin. Après la mise en place de ce bureau, nous allons passer à l'étape suivante qui est la mise en place d'une interprofession qui aujourd'hui sera constituée à l'image de l'interprofession coton qui est aujourd'hui une référence. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ainsi pour les filières anacarde et soja au Bénin. Ceci pour le meilleur des producteurs, se réjouissent les différents acteurs. Écho dans ce journal de la célébration en différé de la Journée mondiale de la population dans le Mono et le Koufo. C'est la commune de Komé qui en a abrité cette année les manifestations officielles. 2 personnalités politiques ont honoré le rendez-vous, les préfets du Mono et du Koufo. Évariste Zoumarou, Samira Tchabimane. Dans le Mono et le Koufo, l'événement tourne également autour du thème « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». Ce thème donne l'occasion aux pays et aux décideurs politiques à travers la Journée mondiale des populations, non seulement de célébrer les améliorations substantielles apportées à la collecte et analyse de données, d'informations, mais aussi de s'interroger. Notre collecte de données est-elle sans danger pour tous? Qui n'est pas compté et qui n'est pas comptabilisé? Le pouvoir des données rime avec celui du développement. Sa maîtrise est importante pour le développement du Bénin. On veut savoir combien nous sommes, combien de femmes sommes-nous, combien d'hommes sommes-nous, combien d'enfants sommes-nous. De façon inclusive, est-ce que nous avons des personnes vivant avec le handicap? C'est tout cela pour planifier après des programmes et projets afin que le développement puisse prendre. Les populations n'aiment pas donner des informations fiables. Vous voyez, et cela, ce n'est pas bien pour la planification et pour le développement. Donc nous avons profité pour les sensibiliser, pour leur dire que le recensement déjà a commencé. Et après ça, il y aura le recensement proprement dit. Les participants à cette 37e édition de la Journée mondiale de la population dans le Mono et le Koufo ont eu le privilège de contrôler quelques constances concernant leur santé. À propos des citoyens qui sont comptés ou pas, en tout cas, quant à ceux des citoyens qui comptent pour le gouvernement, ce sont les filles des familles indigentes qui peuvent désormais passer l'année scolaire en toute quiétude. Au collège public 1 d'Avrancourt, elles étaient nombreuses à recevoir les kits scolaires du projet Suède par les bons soins des autorités du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Témoin, Firme Bassao, Calvado Arwan. Cette ambiance digne d'une fête rime bien avec la joie qui anime les élèves filles issues des familles vulnérables de l'Ouémé. Elles reçoivent des kits scolaires du projet Suède, composés entre autres de cahiers, de tissus kaki, de kits d'hygiène, des livres et romans. En effet, de 23 000 kits en 2020, nous lançons aujourd'hui la distribution de 35 000 kits au titre de l'année scolaire 2024-2025 pour marquer le démarrage d'une campagne qui couvre l'ensemble des 12 départements de notre chère nation. Le projet Suède, une initiative du gouvernement béninois avec l'appui financier de la Banque mondiale et de l'appui technique du Fonds des Nations unies pour la population et l'Organisation ouest-africaine de la santé, vise la pleine réalisation des potentialités de la fille et de la femme en garantissant leur droit à l'éducation, à la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à l'autonomisation économique. En fournissant ces kits, le projet Suède s'assure que nous puissions suivre nos études dans toutes les conditions prix favorables. Déjà 5 ans que le gouvernement, à travers le projet Suède, a démarré l'accompagnement des filles par l'appui matériel dans les établissements secondaires publics avec des indicateurs fort encourageants. Au titre
de l'année scolaire 2023-2024, en appui direct aux filles vulnérables dans le département de Lomé, 5544 filles ont bénéficié de kits scolaires et des transferts monétaires conditionnels. Ces différents appuis ont été apportés dans le but de maintenir véritablement et efficacement nos filles à l'école afin de parvenir à un meilleur taux d'achèvement scolaire des filles. Nous remercions donc le gouvernement et la Banque mondiale pour identifier cette évidence et résoudre à travers la distribution des kits. Cette phase du projet tend vers sa fin. Bénéficiaires et responsables à divers niveaux se disent satisfaits de l'initiative au regard de la progression des cas d'abandon et de l'amélioration des taux de réussite de ces filles démunies. En quête de stratégie pour une émergence politique plus visible, les femmes leaders se concertent à Niki. Question concrète, quelles sont les perspectives au bout de leurs assises? Quelques participantes nous en tracent ici quelques esquisses au micro de Abdoulafou Idrissou et Ousmane Baparapé. À travers la rencontre intergénérationnelle des femmes leaders, j'ai compris que la femme est le symbole de la résilience et de la force. À travers les défis quotidiens de la femme, elle incarne la paix, elle incarne la force, elle incarne la détermination. Le code électoral, le code des collectivités, il faut qu'on ait des textes d'application à tous ces niveaux. Donc, nous demandons à nos sœurs vraiment de tenir compte de tous ces facteurs. Et puis lors du vote, pendant la session budgétaire, il faut que le budget aussi soit sensible au genre. En général, regardez partout, ce n'est pas ici seulement, partout en Afrique. Les départements les plus pauvres, c'est les départements de la femme. Il n'y a pas de femme sans homme. Et c'est cela qui justifie ma présence. Déjà à la première édition l'année passée, j'étais là de bout en bout. Et c'est ensemble que nous avons travaillé. Et je peux dire que je suis vraiment satisfait des réactions que j'ai eues. Je suis satisfait des interventions. Et beaucoup ont pris conscience qu'aujourd'hui, partout où il y a des hommes, il faut qu'il y ait des femmes. Nous ne sommes pas en train de travailler contre les hommes. Nous allons travailler la main dans la main pour qu'ensemble nous puissions parler vraiment le développement pour que le Bénin puisse émerger tout comme nous l'avons voulu. Et par la grâce de Dieu, avec notre leader charismatique qui est le chef de l'État, qui est vraiment engagé pour la chose féminine, nous allons y arriver. À présent, un sujet qui adresse la dignité des femmes. Il s'agit des violences basées sur le genre. Sujet préoccupant, empoigné par l'Alliance internationale droit et santé qui organise à cet effet une formation dédiée aux hommes des médias et aux artistes sur les dérives des VBG. Un plaidoyer est en gestation pour renforcer la sensibilisation. Gilles Dansou, Patrick Imavo. Levez-vous, engagez-vous. Combattre les violences basées sur le genre, VBG, sous toutes ses formes. L'Alliance internationale droit et santé en fait une grande préoccupation. Elle s'engage aux côtés d'un consortium de 3 ONG, à savoir CERADIS, Centre de réflexion et d'action pour le développement intégré et la solidarité, le BACAR, Bureau d'appui Conseil d'Afrique pour les réalisations et le scoutisme béninois pour mener à bout ce combat. L'Alliance internationale droit et santé, engagée dans ce noble combat depuis plus d'une décennie, a donc décidé d'initier un plaidoyer au niveau régional sur les violences basées sur le genre dans le but d'amener nos chefs d'État et de gouvernement à changer de paradigme pour une éradication des violences basées sur le genre. C'est dans cette logique que les sections nationales de l'Alliance droit et santé entendent jouer leur partition. L'élaboration de notre argumentaire de plaidoyer nous aura permis, à la lumière des échanges assez fructueux et des enseignements partagés, de nous rendre compte que la lutte contre les violences basées sur le genre demande en effet une réponse holistique, indivisible et multisectorielle.
Des thématiques bien spécifiques liées aux violences basées sur le genre ont été présentées par l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant. Sur la période du 1er janvier, comme je le disais, 2019 au 31 décembre 2023, ils nous ont permis de constater quand même que sur l'ensemble de ces 5 années, nous avons à peu près 80 000 cas de violences basées sur le genre qui ont été accueillis, enregistrés au niveau des services de prise en charge. Et nous avons permis, à travers les indicateurs du CIDOFE, de voir la part que prennent les différents types de violences, notamment les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences économiques, les violences patrimoniales et culturelles. Une campagne nationale contre les VBG sera bientôt lancée dans les 77 communes de notre pays. Valoriser la culture béninoise par des valeurs traditionnelles, c'est le pari pris par la direction départementale du tourisme Atlantique Littoral à travers la 3e édition d'un concours dédié aux coiffeurs et coiffeuses des 2 départements. Les grands moments ici avec Marcel Betoro et Patrick Nimabo. Au total, 14 participants venus des départements du littoral et de l'Atlantique pour compétir à cette 3e édition du concours au profit des coiffeurs et coiffeuses du secteur de l'artisanat. Avant qu'on a réalisé ça, là, on a pris fil. Ce qu'on utilisait avant, c'est ça qu'on a pris pour réaliser à Tila. On appelle ça Maga et c'est député. Ma coiffure, c'est l'amour de Dieu. Avec l'amour de Dieu, on peut aller au ciel. Sans coiffure, l'homme ne peut pas se présenter. Cette année, les barbies et les coiffeuses ont été évaluées sur leur capacité créative et leur savoir-faire en matière de coiffure traditionnelle des temps anciens. Ça fait notre 3e édition et vous faites ressortir encore des coiffures que nos mamans, nos grands-mamans portaient à l'époque. Et grâce à vous, je reconnais que je reviens encore dans les années 60, 70, 80. Nous savons que nos mamans avaient l'habitude de faire des tresses. Au jour d'aujourd'hui, ces tresses sont en voie de disparition. Qu'est-ce que nous devons faire? Je crois que c'est dans ce but que nous avons inscrit dans notre PTA ce concours pour permettre de valoriser votre secteur, pour vous permettre de pouvoir vous épanouir. Au-delà d'une compétition, c'est l'artisanat béninois qui est valorisé. Je suis barbier, ça fait 22 ans. Aujourd'hui, la coiffure m'a tout offert et je veux laisser comme jeune pousse des barbiers qualifiés. Et pour cela, il va falloir leur apprendre les anciennes méthodes de la coiffure, telles que coiffer à ciseaux, coiffer à lame et quand même montrer que nos ancêtres n'ont pas démérité en se coiffant d'une certaine manière. C'est la commune de Soava qui sort vainqueur de cette compétition dans la catégorie des coiffeuses grâce à la participation de Dame Clémentine avec une coiffure appelée la gloire de Dieu. Quant au Barbie, Akpakpa prend la première place devant Soava et Abomey-Calavi. Promouvoir la paix pour tous, c'est le thème de la célébration cette année de la Journée mondiale de la paix. Et la section béninoise de l'UNESCO invite ses membres et tous les citoyens béninois à un sursaut permanent autour de la paix. On écoute Gabin Aloyon sur des propos recueillis par Arnaud Adadia, Jérôme Moubo et Ramatou Lawani. Nous demandons à tous les clubs de s'investir dans ce rôle, les associations, les clubs scolaires, les clubs universitaires. Les clubs UNESCO d'Afrique nous chargent déjà de dire un grand merci au président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement, à travers le ministre des Enseignements maternels et primaires, son Excellence Saliman Karim, qui assure la présidence de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO. Lorsqu'on vous donne un peu, il faut remercier pour ça avant de demander davantage. Le gouvernement du président Talon vient de poser un acte historique en dotant la Confédération africaine des clubs UNESCO et la Fédération béninoise des clubs UNESCO de budget pour son fonctionnement. C'est historique dans la vie du mouvement, c'est historique dans la vie des fêtières africaines. Et cela donne écho déjà au-delà de nos frontières, au Togo, au Burkina Faso, au Niger, dans la sous-région, au Mali, et déjà en Afrique centrale, au Congo, en Tunisie, etc.
Et ça n'a pas suffi. Le gouvernement, à travers le Conseil des ministres du 17 janvier 2024, a encore décidé d'instruire les ministres concernés pour l'effectivité de ce siège-là. Ça n'a pas suffi. Le 11 avril 2024, le même gouvernement a encore décidé de doter et le niveau international de la CACU et le niveau national de la FBACU de moyens financiers qualitatifs pour son fonctionnement. Et les dispositions ont été prises depuis le 16 août 2024 dernier par le ministre en charge des enseignements maternels et primaires en direction de son homologue des finances. Et cela a commencé par donner écho favorable depuis le 18 septembre dernier. Nous promettons de ne pas décevoir, de permettre au Bénin de faire de ce mandat un mandat qui permet à l'Afrique de pouvoir tenir face aux autres régions du monde, notamment le Moyen-Orient, l'Europe, les Amériques et l'Asie. Retour dans ce journal sur un moment très couru autour de la fête de la Gani. Il s'agit de la course des chevaux, une initiative parrainée cette fois-ci par l'ancien député Noum Bida. Direction aérodrome de Djougou, où cette année, la compétition a mobilisé plus de cavaliers que d'ordinaire. À l'arrivée, Djougou réédite l'exploit de l'édition précédente en décrochant encore le titre de champion. Témoin Jean-Claude James. Au cœur du spectacle, 105 chevaux des départements du Bénin et du Togo voisins. Après toutes les étapes préliminaires sous le regard admiratif du parrain, le cavalier Oumeidou Di Gasto de Djougou prend la tête de la compétition à la finale. Vous avez quand même vu l'engouement de la population de Djougou. C'est une fête religieuse, c'est une fête culturelle et je crois que la fête pour cette année a été au rendez-vous. Je voulais profiter de votre tribune pour quand même dire merci au régime du président Talon pour le projet de loi sur l'organisation de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Ça viendra renforcer la culture du Bénin, ça viendra renforcer le développement de notre pays. Les leaders religieux, les acteurs politiques, les délégations du Togo et du Burkina Faso ont partagé ces instants festifs avec les filles et fils de Djougou. C'est vraiment une fierté pour moi d'accueillir cette initiative du député Noum Bida. Ce sont les chevaux qui constituent la pièce maîtresse de la fête de la Gani. Et nous sommes fiers d'abriter les meilleurs chevaux, sinon de tout le Bénin, mais au moins du Nord Bénin. À part les prix individuels, les 5 meilleurs cavaliers sont repartis chacun avec une enveloppe financière et le trophée pour le champion. L'association des cavaliers n'a pas été oubliée par le comité d'organisation qui promet des innovations pour 2025. Voilà, la course hippique de la Gani à la frontière entre sport et culture. Mais cette fois-ci, on parle sport 100% avec les buffles du Borgou qui sont au grand complet avec le coach nigérien Haruna Amidou pour le derby du Septentrion. Nous sommes à l'ouverture du championnat béninois. À quelques heures de cette rencontre inaugurale, Ikiliru Gounou, Sero et Michael Noati ont fait une incursion dans les derniers moments d'entraînement des quintuples champions du Bénin. Regardons. Les buffles du Borgou en mode rodage comme un moteur révisé pour relever un défi, celui de confirmer leur statut de roi du derby du Septentrion face aux Panthères de Djougou au démarrage de la saison sportive 2024-2025. Les quintuples champions en new look avec plus de 15 recrues pour 9 anciens pensent renouveler leur performance de la saison écoulée acquise à Djougou dans un bon état d'esprit. L'état d'esprit du groupe, il est au beau fixe. Okay? C'est vrai que j'ai connu déjà des matchs Panthère Buff. L'adversaire, quel que soit son niveau, c'est toujours un derby. C'est un derby, okay? Il est extrêmement difficile et nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi nous nous entraînons dur pour essayer de remporter cette première bataille. Parce que ça va être long, ça va être extrêmement difficile pour tout le monde. Voilà, donc ce match inaugural, on va le jouer
avec beaucoup d'espoir pour le remporter et déjà commencer à engranger des points parce que derrière, ça va être difficile. Et pour bien réussir cet exercice aussi périlleux face aux Panthères, les Buffles comptent sur son effectif dont le casting a été bien orchestré. Le Buffle, c'est une équipe de cœur et j'ai eu mon premier contrat personnel grâce à Buffle. Voilà, je suis revenu encore à Buffle. Je suis parti au bon moment, je suis revenu au bon moment encore. Donc voilà, c'est une fierté pour nous et surtout l'enjeu du match d'ouverture contre Panthère à Djougou. Et je sais très bien que c'est un match, c'est un derby, comme tout le monde dit, c'est un derby. Mais chez moi, il a toujours dit que ce n'est pas un derby, c'est un match comme tous les autres matchs. Et il faut commencer avec la concentration et bien finir, c'est tout. Les Buffles ont fait un recrutement de grande qualité. Et par rapport à cela, ils se sont organisés. Ils ont même mis des bus à disposition. Ils ont même confectionné des t-shirts. Et de leur côté, je crois que c'est une grosse mobilisation d'espoir paracourir environ pour aller suivre le match de Djougou. Panthère Buffle, au-delà du spectacle, c'est aussi un duel entre Alassane Aminou, le coach des Panthères de Djougou, et Haruna Hamidou, des Buffles du Bargou, le tacticien nigérien qui retrouve une fois encore le stade Omnisport de Djougou. Manifestation à Marseille en France contre le gouvernement Macron-Barnier. Présidentielle au Sri Lanka est saisie de près d'une tonne de cocaïne visiblement destinée au marché européen. Voilà les principales informations que nous propose Heureuse Danondé hors de nos frontières. Regardons. Plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés à Marseille, en France, pour dénoncer le gouvernement Macron-Barnier, alors que le Premier ministre doit annoncer en fin de journée la composition du gouvernement. Présent au milieu des manifestants, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, martèle que M. Barnier et son gouvernement n'ont aucun avenir parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour rappeler que ce gouvernement n'est pas légitime. Pendant ce temps, l'Élysée accueille près de 10 000 personnes. Elle visite le palais présidentiel à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'actualité le montre souvent, donc on a envie de le voir, raconte Brigitte Bibal, venue de Toulouse pour visiter le palais de l'Élysée. Présidentielle au Sri Lanka, les habitants ont voté ce samedi, 2 ans après une crise financière catastrophique qui a imposé au pays une cure brutale d'austérité largement impopulaire. Près de 70% des électeurs inscrits s'étaient exprimés 1 heure avant la clôture du vote, a-t-on indiqué à la commission électorale. Le président sortant du Sri Lanka a voté à Colombo. Âgé de 75 ans et à la tête du pays depuis 2002, il brigue un nouveau mandat avec pour seul programme la poursuite du redressement à marche forcée de l'île. Son challenger, Anura Kumara Dissanayaka, un des favoris du scrutin présidentiel et dirigeant d'un parti marxiste, ancien ministre de l'Agriculture, âgé de 55 ans, il est populaire dans le pays, notamment grâce à son engagement dans la lutte contre la corruption endémique, à l'origine de l'effondrement économique de l'île en 2022. Okay, thank you. Près d'une tonne de cocaïne possiblement destinée au marché européen a été saisie en Uruguay, dans la région métropolitaine de la capitale Montevideo. C'était lors d'une opération ayant notamment abouti à l'arrestation de 2 personnes. Ces dernières années, l'Uruguay est passé de pays de transit à pays de stockage de la cocaïne qui vient principalement de Bolivie avant d'être expédiée en Europe, selon les experts. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.